Alors je le disais, en fait, le thème du cancer est en effet tout à fait primordial, puisqu'on sait que le diagnostic le plus précoce permet d'avoir des espérances, allez, disons-le, de guérison ou de moins de prise en charge la plus efficace possible. Pour en parler avec vous, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Sébastien Hulot. Vous êtes PUPH à l'Université et au CHU de Lille, et vous êtes plutôt spécialisé en médecine du travail. Professeur Jean-Baptiste Boscard, vous êtes plutôt, vous, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, directeur de l'unité de recherche Matrix, également à l'Université de Lille, CHU de Lille, et le docteur Olivier Caron. Vous êtes chef du comité de génétique à l'Institut Gustave-Roussy à Paris, tout près de Paris. Un petit tour de table d'abord pour voir un petit peu quels sont vos domaines. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, du dépistage de masse, on est un petit peu interpellé parce que 48% d'adhésion dans le sein, 34% dans le colorectal et 50% dans le col de l'utérus. C'est à peu près les chiffres qui sont donnés. Donc on se dit on n'est pas quand même hyper performant. Au niveau du sein, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Alors, il y a énormément de raisons pour que ça ne marche pas. Il y a effectivement une notion d'information. Alors, on peut se dire qu'on reçoit le courrier, donc c'est facile d'avoir cette information-là. On a vu qu'il y avait des Octobre Rose quand même. Il y a Octobre Rose, il y a pas mal d'informations et de messages qui circulent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des difficultés d'accès, effectivement. On l'a vu dans certains territoires. Peut-être un des critères, c'est tout simplement la peur. On a peur du dépistage. On va à l'hôpital, c'est parce qu'on est malade. On va voir un médecin, c'est parce qu'on est malade. Et simplement, la notion de prévention est quelque chose qui est encore, peut-être, malgré les chiffres qui ont été encourageants, qui ont été donnés, est peut-être quelque chose encore d'un petit peu distant pour la plupart des personnes. On verra tout à l'heure, en effet, comment on peut améliorer les choses dans ce domaine. Sébastien Hulot, par rapport aux poumons, on sait qu'en fin de compte, il n'y a pas de campagne de dépistage nationale. On sait aussi que bien souvent, on a dit, en fin de compte, on fait une radio de poumon et ça va aller très bien. Alors, la radio de poumon n'est pas l'outil idéal pour le... On l'abandonne. On l'abandonne. Une fois pour toutes, on dit, il n'y a pas de radio de poumon pour dépister. Parce qu'en fait, on voit encore des camions qui circulent comme ça. Donc, on arrête la radio de poumon. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, les études internationales, notamment une grosse étude américaine et une étude européenne, Nelson, qui démontrent clairement l'intérêt du scanner thoracique à faible dose d'énergie, d'irradiation, qui permet en fait de diminuer la mortalité par cancer bronchopulmonaire, quand on regarde les méta-analyses, qui est de 16% quand on utilise un dépistage organisé avec ce type d'outils. Donc clairement, on a des données internationales qui nous disent qu'il faut y aller. Là, il faut rentrer dans le vif du sujet et mettre ça de façon concrète au sein du territoire. Qu'est-ce qui freine en France à ce moment-là ? Là, actuellement, la HAS nous a dit clairement on n'a pas suffisamment de données nationales pour rentrer dans ce type de dépistage organisé. Il y a tout un tas de choses à vérifier. C'est notamment les surdiagnostics qu'on peut faire avec ces scanners. Notamment ça pose d'ailleurs le même problème dans le cancer du sein. Voilà, tout ça. Et puis le coût, quelle population, est-ce que la population va venir ? Je voudrais revenir quand même sur un élément important, c'est qu'il y a une étude du docteur Leleu qui a été faite dans la Somme, et où c'est un pneumologue qui a pris son bâton de pèlerin, qui est allé voir les médecins généralistes et qui est allé voir les pneumologues, et qui leur a dit, voilà, on va mettre en place, on va organiser quelque chose pour le dépistage du cancer bronchopulmonaire. Et quand il a fait une information de proximité, il a réussi à avoir 72% de personnes qui sont venues faire ce dépistage, quand même énorme. Quand on avait mis le mot pour le dire. Voilà, exactement. Et donc, je pense que clairement, quand on a quelque chose qui coordonne, c'est essentiel et ça fonctionne. Jean-Baptiste Boscard, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas convoquer l'intelligence artificielle qui va sauver la médecine, qui va sauver la prévention. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fin de compte ? Alors, derrière l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses, surtout beaucoup de fantasmes. L'intelligence artificielle, c'est avant tout, notamment dans la prévention, c'est des capacités d'identification, de classification de population, donc qui peuvent être considérées à risque, très haut risque, moins de risque, etc., ou des prédictions de survenue d'événements. C'est la gestion de big data, quoi, en fait. Alors, l'idée, c'est de combiner des données qu'on appelle structurées, c'est-à-dire avec des chiffres qui codent très bien la réalité, et de données non structurées, c'est des notes prises à la volée, ça peut être du texte, des données flottantes, et les combiner pour essayer d'identifier des catégories de populations pour qui une action pourrait être intéressante ou qui sont à plus haut risque. L'énorme problème en santé, c'est que les données nécessaires
sont pas forcément de très bonne qualité. Celles qu'on va aller capter comme ça un petit peu dans toutes les bases de données ne sont pas extraordinaires. Parce qu'on n'a pas prévu avant leur exploitation? Oui, parce qu'on réutilise des données. Donc le terme, c'est la réutilisation de données. Donc c'est de données produites en soins courants pour du soin, et pas pour de la prédiction et pas pour de la recherche. Et du coup, quand on réutilise de la donnée qui n'est pas forcément bien codée, pas forcément bien structurée, pas mise dans des bases de données bien fiables, les réutiliser pour prédire quelque chose, c'est pas génial. Et surtout, pour savoir ce qu'on prédit, il faut bien, à la fin du 0,1, si je veux prédire un cancer, il faut bien que j'ai plein d'informations sur du 0,1 avec certitude dans ma population. Et si je ne l'ai pas, je ne sais pas ce que je dois prédire. Et ça, c'est ce Donc qu'il y a de il y a un plus vrai travail de base qui est quand même à faire, peut-être d'éducation même, en effet, de ceux qui écrivent les données. Je reviens vers vous, Olivier Caron. Au niveau de l'Institut Gustave Roussy, vous travaillez beaucoup avec le professeur Suzette Deloge sur un programme qui permettrait quand même de faire une espèce d'entonnoir, une espèce de filtre dans le cancer du sein. Racontez-nous. Oui, le point de départ, c'est de se dire que finalement, la prévention à taille unique n'est probablement pas adaptée. Et on sera tous d'accord. Est-ce qu'il suffit de se baser sur l'âge, par exemple, pour déterminer qu'on va mettre en place un dépistage du cancer du côlon ou du cancer du sein? Vraisemblablement non. Et monsieur, madame, tout le monde n'existe pas, ça n'est qu'une entité statistique finalement épidémiologique. Donc on est parti du principe qu'il fallait personnaliser la prévention. Et en déployant ce programme qui repose sur quatre piliers finalement, le premier pilier, c'est de pouvoir avoir les moyens justement d'identifier dans une population des personnes qui ont un risque augmenté ou un risque différent de certains cancers. Et ça, c'est la médecine de ville, ce sont les professionnels de santé, c'est probablement le patient lui-même, la personne elle-même, qui doit avoir les outils, les instruments de s'auto-évaluer. Et puis, pour ces personnes qui seraient détectées à risque augmenté, on leur propose de venir une journée à Gustave Roussy pour de l'information personnalisée, pour de l'éducation, pour une estimation plus précise de leurs risques, en couvrant des champs qui soient aussi larges que l'histoire familiale. Je suis généticien, donc c'est un petit peu ma partie. L'activité physique, la nutrition, le tabac. Et on fait des groupes de risques homogènes, de personnes qui sont à peu près dans la même situation. On alterne des ateliers, des consultations. Et le soir, on repart avec, on l'espère, les idées plus claires et surtout un plan personnalisé de surveillance. Et le troisième pilier, c'est l'application de ce plan de concert avec la ville, avec le médecin traitant, alors qu'il y a un maillon essentiel dans la chaîne. Et puis, le quatrième pilier, ça ne sert à rien de mettre tout ça en place si, en cas de doute, on perd 3 mois, 6 mois à faire un diagnostic. Donc, il est indispensable d'avoir des filières rapides de diagnostic pour soit rassurer la personne en cas de fausse alerte, soit pour dire on met en place un traitement justement pour limiter l'utilisation de traitements toxiques et puis améliorer les chances de guérison. Donc c'est tout ce programme-là qui se déploie petit à petit en travaillant par thématique. On a un parcours qui est plus dédié pour les risques de cancer du sein, un autre plus pour les cancers du côlon, un autre pour les cancers du poumon, des risques spécifiques comme des patients qui ont eu dans leur enfance un traitement pour un cancer, qui sont finalement très à risque de cancer, même si le plus souvent c'est complètement négligé. Donc on récupère comme ça des personnes, des quadragénaires, des quinquagénaires pour mettre en place un suivi. Et alors, bien évidemment, la question qui vous vient tous, donc ce programme s'appelle Interception, il faut quand même le citer. Est-ce que ça donne des résultats? Parce que dans ce que vous nous dites là, on se dit, alors donc le dépistage de masse, ça ne sert plus à rien, on va tout faire interception. Alors, c'est forcément complémentaire, et ça marche bien évidemment avec les dépistages organisés, surtout qu'on peut être à risque moyen pour le cancer du côlon, mais être à risque élevé de cancer du sein. Donc de toute façon, il y a une discussion entre les différents acteurs. Donc ça ne remplace pas, ça complète. Après, la question plus spécifiquement sur les risques de cancer du sein, est-ce que la mammo tous les 2 ans à 50 ans, c'est la panacée? On a des programmes de recherche justement d'évaluation d'une stratégie de risque stratifié en fonction d'un certain nombre de caractéristiques individuelles, caractéristiques familiales, caractéristiques génétiques, et avec des études randomisées qui comparent la stratégie habituelle versus ce risque stratifié. Ça, c'est le programme MyPEPS, qui est un programme européen qui permettra de répondre à la question d'ici quelques temps, effectivement.
On va revenir avec vous tout à l'heure sur l'avenir de ce type de programme. Mais je voudrais qu'on revienne avec Sébastien Hulot sur le cancer du poumon. On a vu qu'en effet, le scanner Lodo, c'était quand même donné des images qui étaient plus fines et qui permettaient des diagnostics micro-micro. Mais vous avez une autre piste et une autre idée. Alors, nous, en effet, moi, dans mon topic de recherche, j'analyse l'air exhalé. Et on s'est dit, on va utiliser cet air exhalé pour détecter, en fait, diagnostiquer précocement le cancer bronchopulmonaire. Et donc là, on a mis en place un consortium, en fait. On a obtenu des financements européens, Interreg. Donc, c'est le projet Katokov et Patakov. Et ce projet, en fait, il a comme objectif de développer des nez électroniques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nez électronique? Ce sont des capteurs en série. Parce qu'on était un peu habitué avec le Covid d'avoir le chien renifleur. C'est dans le même style? Et c'est exactement ça, en fait. On va essayer de reproduire ce que le chien est capable de faire avec de l'électronique. On ne peut pas mettre un chien chez chaque médecin. Exactement. Ce serait un peu compliqué, même si ça pourrait être sympathique. Mais non, là, le but, c'est de développer ces capteurs pour qu'on puisse intégrer cette démarche dans le cadre du dépistage organisé des populations à risque. Qu'est-ce qu'on rejette alors qui puisse être un indicateur d'avoir un cancer? Parce que quand on expire, il y a beaucoup de choses qui sortent, non? Alors, on expire des parties volatiles, des parties non volatiles. Nous, on s'intéresse à la partie volatile. Ce sont des composés organiques volatiles. Ce sont des petites molécules qui sont dans l'air et qu'on produit. C'est-à-dire que quand la cellule change son métabolisme, et donc quand elle devient cancéreuse, elle va changer sa production de composés organiques volatiles. Ces composés ils vont passer du sang vers l'alvéole et vont être expirés. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir, il y a tel ou tel COV qui sont présents dans l'air exhalé. On va dire, attention, à très haut risque d'avoir un début de cancer bronchopulmonaire. Et en complément du scanner Low-Dose, c'est quelque chose qui pourra aider dans le cadre de cette organisation de dépistage. Juste pour qu'on se remette en perspective, le cancer du poumon, c'est combien de cas en France? C'est combien le chiffre important, c'est la première cause de mortalité par cancer, plus de 46 000 sur les données de 2021. Il faut savoir clairement que plus des 2/3 des personnes qui ont un diagnostic de cancer bronchopulmonaire le sont à un stade tardif. Et donc, la prise en charge à un stade précoce permettra une prise en charge chirurgicale beaucoup plus précoce et un traitement curatif, puisqu'on passe à des survies à plus de 80% à 5 ans quand on a une prise en charge chirurgicale, ce qui n'est pas du tout le cas, on est plus à 15%. Donc vous pensez que les campagnes de dépistage nationales vont pouvoir se faire? On va l'abandonner pour Olivier Caron, pour vous? Non, mais on voit bien que les deux approches sont complémentaires. Et clairement, de toute façon, l'ensemble des pneumologues oncologiques thoraciques, ils sont vraiment à aller de l'allant pour mettre en place ce dépistage organisé. Et il faut rassurer la HAS, on va fournir des données nationales. On va y arriver. Voilà. C'est intéressant, le nez électronique, parce qu'on peut se dire, au médecin généraliste, il aura son truc, vous allez souffler, on va vous dire, bon, tout va bien. C'est quand? Alors là, sur le projet, on a réussi à faire un prototype qu'on va devoir miniaturiser. Mais là, l'appareil en lui-même, on l'a, mais pour pouvoir changer les composants, il fallait quelque chose d'un peu plus gros. Mais on va devoir prendre des accroches avec des industriels pour miniaturiser cet appareil. Et on doit avoir de nouveau des financements prochainement pour mettre en place ça et tester l'appareil en population réelle. On se donne rendez-vous dans 10 ans ou avant? J'aimerais bien avant. J'aimerais bien avant. J'aimerais bien. Intelligence artificielle. Alors, dans tout ça, comment on peut travailler? Quel est pour vous le principe? Alors, vous allez nous dire ce que vous faites dans le domaine de la prévention, bien évidemment, mais quel pourrait être le modèle en se disant, voilà, on va impliquer tous les gens qui s'intéressent à la prévention, au dépistage. Quel serait le modèle idéal pour pouvoir avancer dans ce domaine? Alors, au niveau de l'intelligence artificielle utilisée dans le soin, aujourd'hui, on est au début parce qu'il y a énormément de papiers qui publient les apports des modèles mathématiques derrière et l'ensemble de l'utilisation des données à très haut volume pour améliorer essentiellement des scores de prédiction, des identifications, des lectures automatiques de scanners et autres. Le message clé, c'est qu'en fait, il y a deux types d'applications dans les systèmes d'aide à la décision. C'est soit on fait des règles expertes qui mergent toutes ces données, qui les associent pour identifier les gens, soit on les fait par apprentissage semi-automatique de type IA. Je n'ai pas tout compris ce que vous m'avez dit là. Oui, de type intelligence artificielle. Oui. Et l'idée, c'est que quand on fait ça, quand on utilise l'intelligence artificielle, il y a des modèles qui tournent sur des grosses bases de données, mais ils ne produisent pas d'informations.
une information, c'est le cerveau humain qui le traite. Ils produisent une donnée agrégée. Et cette donnée agrégée, comme les données sources, elles ne sont pas toujours justes, elle peut être fausse. Et donc, tout ce qu'on fait avec l'IA, quand on veut le transférer en santé, il faut bien se dire qu'on va devoir demander à un humain, donc du soignant, de contrôler la donnée agrégée produite. Ah non, mais c'est hyper important. Si bien que quand on met de l'IA, on dit ça va être génial, ça va tout résoudre. Non, 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 on va donner du boulot à des gens qui sont déjà débordés. Et c'est là où l'IA, c'est un superbe outil, extrêmement puissant, mais qui doit être mis au service des besoins des soignants. Donc typiquement, on a entendu des parcours, que ce soit pour le nez, identifier les gens qui bénéficieraient de ce nez, pour ensuite, s'il y a des scanners low-dose, en faire plein, et des pré-screenings qui attirent l'attention de l'œil du pneumologue, etc. Et les études qui sont les plus performantes aujourd'hui dans l'application sont celles qui disent j'ai fait tourner mon modèle et j'attire l'attention des cerveaux collectifs. On a dit que la prévention, c'était collectif. Il faut que cette donnée agrégée soit dispersée au bon moment, aux bons interlocuteurs, au pluriel, pour qu'il y ait une coordination temporocognitive, comme c'est appelé par les ergonomes, autour d'un cas pour agir. Et c'est là où on est efficace. Et donc, l'IA, ce n'est pas que des maths, c'est aussi de l'ergonomie, du système de santé, de la collaboration. Et c'est là où, aujourd'hui, elle achoppe dans sa transcription clinique. Jean-Michel Le Serre. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ce que je retiens de ce qui vient d'être dit, c'est que, d'une part, le dépistage, comme la prévention, doit être ciblé. Il doit être orienté, parce que sinon, on va faire des choses qui seront pas très pertinentes. D'autre part, la recherche est très importante. Et on est très heureux d'avoir participé à l'étude Katokoff, qui a permis d'identifier ces composés organiques volatiles. Et donc, c'est aussi une de nos missions. Et je pense que la recherche est très importante. On vient de le voir avec Jean-Baptiste et puis avec vous de l'Institut Gustave Roussy. On a besoin de cette recherche, mais aussi on a besoin de la dimension humaine. C'est ce que vient de dire Jean-Baptiste. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'humain, avec son cerveau, avec son intelligence, avec son expertise en tant que professionnel de santé, doit être celui qui fait la synthèse de tout ça. Donc il ne faut pas penser effectivement qu'on va avoir une prévention qui sera anonymisée. De toute façon, si elle est anonymisée, Anonymisée, vous allez merci, dire, oui. on va avoir une sensation de rejet. Et j'ai bien aimé cette expérience que tu as présentée il y a quelques instants, où le médecin est allé chez les gens, et là, le contact interindividuel. Et d'ailleurs, il y a peut-être autre chose auquel on devrait réfléchir, c'est la place des patients, la place des personnes elles-mêmes dans la conviction qu'il faut faire quelque chose. Parce que nous, professionnels de santé, bon, bien sûr, on est écoutés, on nous l'a dit tout à l'heure, mais les pairs, PAIRS, sont aussi très importants. Et je pense que ça fait partie de peut-être des éléments qui manquent un peu dans la démarche de dépistage collectif et individuel. Et ça nous permet de saluer les associations de patients qui font un travail considérable, mais je pense que c'est une branche qu'il va falloir ajouter à leur arbre de travail. Je reviens vers vous, Olivier Caron. On voit bien que là, vous êtes en train de faire cet entonnoir que j'évoquais tout à l'heure. Quel est l'avenir de cela? Ça veut dire que chaque médecin généraliste aura le premier screening possible à faire, aura un questionnaire, aura une orientation. Et est-ce que toute la France va venir à Gustave Roussy? Alors, ce n'est pas du tout l'objectif que toute la France vienne à Gustave Roussy, hein, pas du tout. Alors, Interception, c'est un programme pilote qui est fait justement pour être diffusé le plus largement possible. Donc, on essuie les plâtres, hein, on construit le mécano petit à petit, et on est déjà en phase de discussion, notamment dans le cadre du réseau des centres de lutte contre le cancer, la Fédération Unicancer, plus d'autres partenaires privés, de l'idée d'avoir un maillage un maillage géographique, et que finalement ce soit accessible un petit peu partout. Donc l'objectif est de pouvoir d'améliorer les choses sur tous les niveaux. Effectivement, le premier point, qui est un des points les plus importants, c'est la mobilisation du secteur de la ville. On a vu, hein, il y a eu des témoignages aussi dans la salle, le médecin traitant, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc, ils nous ont demandé de leur construire des outils pour pouvoir justement bien identifier les personnes, passer les bons messages au bon moment. Donc, on a mis à disposition un petit site internet avec une petite moulinette en une dizaine de questions. On couvre pas mal de choses sur la prévention, et ça permet de dire notamment si le patient qu'on a en face de soi est éligible pour l'un de nos programmes. Et on a simplifié le transfert d'informations en cliquant, ça nous envoie directement
les coordonnées du patient avec son accord, bien évidemment. Même ça, pour un certain nombre de médecins, c'est trop compliqué. Donc, on travaille aussi avec les éditeurs de logiciels de cabinet pour que, si les données sont bien rangées et bien structurées dans le dossier du patient, que le calcul se fasse tout seul, finalement, et qu'à chaque ouverture, on ait un pop-up qui dise « Attention, votre patient, là, il fume quand même un peu trop, il est probablement éligible ». Et on teste ce genre d'interaction-là pour vraiment minimiser la part de travail pour les uns et les autres. Très bien, pardon. J'écoutais l'oreillette parce qu'on me disait qu'il y avait plein de questions, donc il faut quand même que je m'occupe aussi des questions. Vous qui êtes derrière votre écran, vous dites, mais alors pourquoi on ne nous pose pas les questions? La question, elle concerne, alors c'est une question un peu plus globale, mais c'est intéressant parce qu'on va avoir votre réaction à tous les trois, sur la notion des 3 consultations de prévention qui avaient été évoquées ce matin. Parce que là, vous nous donnez quand même des choses qui sont très individuelles. Est-ce que vous pensez que ces 3 consultations de prévention qui sont faites normalement tous les 20 ans, d'après ce qu'a dit le ministre, est-ce que vous pensez que ça peut faire quelque chose, que ça peut être efficace? Parce qu'on voit bien que dans vos domaines, c'est des choses assez ciblées, mais si on le remet dans la perspective globale de la prévention, est-ce que ça peut être efficace de faire ce type d'examen, j'allais dire, tous les 20 ans? Je pense que plus on donnera d'informations, et à des âges différents, parce que le risque n'est pas le même selon l'âge à laquelle on donne l'information. Je pense que plus on donnera d'informations, plus on sera efficace. Et plus on pourra personnaliser le message. Donc clairement, oui, moi je pense qu'il faut le faire. Après, c'est toujours pareil, il faut que les gens puissent venir et voilà, c'est toujours ça le souci. Alors, ce qui semble intéressant, c'est qu'en fait, ce médecin généraliste serait partie prenante et aurait un acte côté, si j'ai bien compris, dans la démarche. Donc là, ça peut être quelque chose d'important. Oui, ça peut motiver le médecin, si je puis dire, mais toujours pareil, il faut que le patient vienne. Si le patient reçoit toutes les convocations à la maison, mais ignore systématiquement le message, on n'aura pas touché cette personne-là. Donc c'est probablement un instrument, un outil, une pièce du puzzle qui sera nécessairement à évaluer, de voir ce que ça donne effectivement. Est-ce que ça ne va concerner que des personnes qui de toute façon étaient très sensibilisées à la prévention et qui n'avaient pas besoin de ça. Donc l'objectif c'est vraiment de toucher ceux qui ne sont pas concernés, ne se sentent pas concernés ou ne savent pas qu'il y a des choses à faire. Donc il faut travailler, je pense, sur tous les niveaux. Il y a des actions qui se mettent en place, notamment avec des bus ou des camions qui se déplacent, qui vont chercher... C'est le même principe, c'est d'aller vers. Et c'est ça, c'est d'aller vers. Je pense qu'il faut... on ressort de ses courses le samedi et il y a le camion. Ah bah tiens, on va passer... Non, mais on se rend disponible pour eux, en fait. Il y a un camion en particulier à prévention cardiovasculaire, justement par une Illoise, Claire Mounier-Veillé, qui a vraiment travaillé au plus proche, y compris des territoires défavorisés. Avant de vous passer la parole dans la salle pour poser des questions, continuez à poser vos questions également sur la tablette. On entend bien que vous dites l'IA, c'est pas si bien que ça, c'est pas si fiable que ça, parce qu'en fin de compte, à la base, ils n'ont pas su remplir les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une phase d'éducation en amont qui pourrait être proposée? En fin de compte, est-ce qu'il y a des formulaires? Et en fin de compte, les formulaires que propose Olivier Caron, est-ce que ça va être bien rangé? Est-ce que ça pourrait être exploité? Alors, ce genre de choses, c'est l'étape d'après. C'est une fois qu'on a ciblé, on rentre des informations spécifiques pour une population. L'idée de l'IA qui survole, c'est... de s'affranchir de l'effort d'aller collecter de l'information. Donc là, on filtre, on a les personnes à risque, on a des informations, et là, vous intervenez. Alors, elle peut être à 2 niveaux. Je la mettrai plutôt avant. On a collecté des informations parce que les gens sont passés à un moment X à l'hôpital, parce qu'il y a des données qui sont sanctuarisées dans des logiciels de médecins, d'infirmiers ou autres. Et en exploitant, on lance une alerte où on dit, tiens, ce serait bien de le mettre dans telle filière. C'est comme ça. Par exemple, sur le médicament, on se dit c'est hyper simple. Les médicaments, il suffit de croiser 2 médicaments pour une interaction, il suffit de croiser des étapes. Quand on essaie de faire ça à des échelles d'un hôpital, c'est super compliqué. Et faire ce screening d'alerte n'est pas si évident. Donc, c'est en amont, c'est réfléchir à qu'est-ce que je veux détecter, comment je me mets dans une stratégie et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai produit cette donnée agrégée qu'il va falloir traiter. Comme ça a été très bien dit, si je produis de la donnée au niveau du médecin généraliste en disant alerte, il faut bien dire au médecin généraliste, maintenant, ça va être tout simple. Si je produis des alertes auprès de la population qui remplit des apps ou n'importe, eh bien, il faut que derrière, il puisse avoir un médecin, un interlocuteur, un pharmacien pour faire. Donc, je le mets en amont et
il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'IA, c'est hyper bien, c'est hyper puissant. Sauf que ça ne va pas être magique, ça ne va pas remplacer le cerveau du médecin, du pharmacien, même de la population. C'est des choses qui stimulent l'attention et qui l'apportent idéalement vers la prévention pour être proactif. Voilà. Un catalyseur, donc. Oui, Olivier Caron, qui veut poser une question dans la salle? Juste un commentaire sur l'intelligence artificielle. On y croit beaucoup, notamment dans le traitement des images et dans le dépistage par scanner low dose. Un des écueils du dépistage, c'est de faire du surdiagnostic, c'est de trouver des choses qu'on n'arrive pas à classer, d'inquiéter les gens, faire plein d'examens supplémentaires. Si l'intelligence artificielle nous aide à classer les nodules en disant « pour ce nodule-là, j'ai pas besoin de faire un scanner à 3 mois, mais c'est 1 an plus tard ou 2 ans plus tard », eh bien, c'est tout ce qu'on demande et ce sera un apport majeur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci vraiment pour ces débats extrêmement intéressants. Christine Roulier, le LIDEC, je suis médecin et économiste de la santé. J'avais une question sur ce programme pilote. Avez-vous déjà un peu de recul pour voir à la fois quels sont les leviers positifs et quels sont peut-être les freins, de façon à pouvoir avancer? Merci. Oui, alors, Olivier Caron, je crois qu'on parle de vous. Oui, j'ai cru comprendre. Alors, Interception, on y pense depuis très très longtemps. On fête les 10 ans de ce colloque. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on y pense. On a démarré et on a commencé à recevoir des patients seulement début 2021. Donc on a une expérience assez jeune, en plus en pleine... comme il fallait pour faire des groupes, mettre des gens ensemble à l'hôpital, ce n'était pas du tout l'idéal. Alors déjà, le point positif, c'est que les patients adhèrent. On s'était posé la question, est-ce que, on a vu que dans les freins, il pouvait y avoir le temps à consacrer à la prévention. Est-ce que des personnes indemnes seraient prêtes à poser une journée de RTT pour venir à l'hôpital pendant toute une journée et recevoir plein d'informations? La réponse est oui. En tout cas, il y a une catégorie de personnes qui est tout à fait prête à faire ça et on n'a aucun problème de recrutement. Les retours, le niveau de satisfaction est excellent pour les patients. Parmi tout ce qu'on a pu mettre en place, on n'a jamais eu ce niveau de satisfaction à la fin. Mais on est dans l'interaction humaine, on essaie de cocooner nos patients, on fait des petits groupes, des choses comme ça. Là où on a des freins, on a des difficultés en amont pour identifier les personnes à risque augmenté de cancer. C'est pour ça qu'on cherche des paras, des astuces et une simplification des choses. Et puis, il y a sur le long terme, sur le suivi, on ne sait pas très bien, on n'a pas de données encore à communiquer parce qu'on n'a tout simplement pas le recul nécessaire. À très très court terme, on a une expérimentation pour le dépistage du cancer du poumon. On a à peu près 250 personnes qui sont venues sur ces parcours-là, qui ont fait des scanners low dose, et on a diagnostiqué 3 ou 4 cancers du poumon infracliniques, donc qui n'avaient pas de manifestation particulière et qui étaient des tout petits stades, et ces patients sont guéris. Donc il y a une efficacité là-dessus. Juste une petite dernière question. On me demande quels pourraient être les paramètres. Pour qui faire un scanner low dose? Alors, les paramètres, ils ont été définis par l'étude Nelson et l'étude NLST américaine. Il y a des recommandations françaises sur un tabagisme pendant... j'aurais dû réviser parce qu'ils ont tellement changé. Ah oui. Pendant 25 ans... 20 ou 30, ça dépend. Oui, mais c'est 25 ans, 10 cigarettes par jour. C'est des gros fumeurs, pas des très gros fumeurs. Si vous fumez une cigarette par jour, ça va. Clairement. Non, ça ne va pas. Ça va pas, mais ça ne qualifie pas pour le dépistage. Voilà. Un dernier petit mot avant qu'on demande à chacun de nos invités un petit mot final avec leur baguette magique que j'aime bien. Oui. Non, ce que je retiens quand même, c'est l'importance, on l'a dit, du dépistage orienté, ciblé, et puis aussi de la proximité, vous l'avez dit. Hein. Il faut aller chercher les gens là où ils sont, parce que sinon ils ne viennent pas. Nous, on a une expérience assez importante, puisqu'on s'occupe beaucoup des populations précaires. C'est pas facile de les faire venir. Et maintenant, par exemple, avec nos bilans de santé, on va délocaliser nos bilans de santé, on va dans l'Artois, parce que les gens de l'Artois, qui sont du Pas-de-Calais, ils viennent pas à Lille. Lille, c'est très loin. Ça fait 30 km, c'est très très loin. C'est très difficile. Donc, c'est extrêmement important. Puis, je ferai une dernière remarque, c'est que sur les bilans de santé qui ont été proposés par le ministère de la Santé, la François Braun, sur les âges... 3 bilans à 20 ans d'intervalle. Voilà, mais peut-être... 75 ans, ça serait important aussi de le rajouter, parce que c'est quand même un âge tournant. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire à cet âge-là. Il ne faut pas avoir un message qui serait dire c'est trop tard pour qu'on s'occupe de vous, ça ne vaut plus le coup. Je pense que c'est peut-être là où la prévention des chutes, justement, 6e cause de mortalité. Problème de l'autonomie. Voilà, ne pas dire il n'y a plus rien à faire, vous avez 75 ans. Alors je crois qu'il y a encore une question dans la salle.
Voilà. Merci. Monsieur, vous avez la gentillesse de vous nommer et on vous écoute. Bruno Schourn, je suis médecin généraliste et addictologue, pas très loin d'ici. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'épigénétique et la place des traumatismes dans l'évolution des pathologies long terme. Jean-Michel Oui, Sartre-Labon. et vous avez raison, c'est très important. C'est très important. En fait, l'épigénétique explique sans doute, pour une bonne part, l'augmentation de certaines maladies chroniques, y compris l'obésité, par exemple. Parce qu'actuellement, on observe que l'obésité continue à augmenter, alors que les apports alimentaires des populations n'augmentent pas du tout. Certes, la sédentarité augmente, mais les apports alimentaires n'augmentent pas du tout. Et donc, l'épigénétique, c'est-à-dire que toutes les modifications de l'expression des gènes qui sont liées à des événements très précoces dans la vie, in utero notamment, mais ensuite dans les premiers mois de la vie. Nous, on va faire un colloque sur les 1000 premiers jours là bientôt. C'est très important dans les maladies chroniques, pas simplement les maladies métaboliques, mais aussi les allergies, mais aussi l'auto-immunité, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et vous avez raison, et c'est là où la recherche est très importante, parce qu'il ne faut pas qu'on soit toujours sur des notions anciennes en matière de prévention. On est toujours en train de dire des choses qui ont un décalage de 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a des notions nouvelles qui apparaissent et il y a des nouveaux leviers d'action, par exemple sur le microbiote, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui est sans doute plus important qu'on l'imagine. La dimension psychosomatique. Oui, bien sûr, il y a des événements, immenses. des éléments de stress néonataux qui peuvent intervenir ultérieurement sur la santé des adultes de façon tout à fait importante. Vous avez raison. Alors, une dernière petite question qui vient donc de Anna Rita. On donnait l'exemple des composants volatiles. Mais est-ce qu'en fin de compte, il n'y aurait pas également des marqueurs dans le sang? On sait qu'une équipe suédoise vient de publier tout récemment un papier montrant que, peut-être que dans le sang et dans les urines, on trouverait des composés qui pourraient orienter vers un diagnostic de cancer. Tout ça, ça reste de la recherche et les cellules circulantes tumorales, c'est des choses qui sont en train d'être affinées au niveau recherche, et ça pourrait être forcément des outils qui vont être complémentaires dans le cadre d'un dépistage organisé, clairement. Très bien, donc on progresse vers l'individu. On fait un petit tour de table rapide, la baguette magique. Olivier Caron, qu'est-ce que vous en faites? Hormis de me prendre des sous pour développer votre protocole. Non, non. Je pense vraiment qu'il y a un effort considérable à faire sur la connaissance à la fois du patient, également des médecins. La part de l'enseignement de la prévention chez les médecins est vraiment beaucoup trop courte. Et on passe finalement pas mal de temps dans notre programme, en interaction avec le patient, à quelque part déconstruire des croyances ou des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut imaginer, mais y compris au sein du corps médical. Et ça, je pense que c'est vraiment crucial de pouvoir finalement que tout le monde prenne en main ça, ait conscience des limites de ses connaissances, et pour qu'on puisse vraiment, derrière, faire ce qu'il faut, et puis passer un tout petit peu moins de temps à déconstruire des messages qui ne sont peut-être pas très justes. Jean-Baptiste Boscard. Oula, je ne suis pas politique, mais Non, j'ai 15 secondes pour rêver. Alors, il y a deux choses. Un, sur la donnée. Il faut faire attention, le débat sur la donnée doit être le plus ouvert possible. C'est un débat super compliqué, passionné, toujours on l'a vu, et qui doit être ouvert pour éviter de s'exposer aux critiques, de fournir les données aux prédateurs de données. Vraiment, c'est un enjeu, sinon les gens vont refuser de les partager, soignants et population générale, et là, ce sera la catastrophe. Deuxièmement, développer des programmes où l'IA n'est pas prévue pour remplacer le fonctionnement des gens, mais pour promouvoir une action collective, l'intelligence collective qui est beaucoup plus forte, ça a été largement dit, incluant les personnes, les aidants, l'entourage et les soignants. Et ces deux combinés des données avec un débat ouvert au service de projets collectifs pour être plus efficaces ensemble, le futur du soin pour moi est pluriprofessionnel et collectif, c'est la direction que je prendrai. Sébastien Hulot, c'est vous. Moi, je pense qu'il faut rendre les Français proactifs dans la prévention. Et je pense que ça ne peut marcher que s'ils sont proactifs et ils participent. Et c'est à nous à les convaincre en leur donnant un maximum d'informations, de bonnes informations,
pas trop d'informations. et après... Avec toujours la question, c'est comment leur donner envie d'avoir envie, quoi. C'est ça la vraie question. C'est aller vers eux, les accompagner, faire du coaching. Parce que clairement... Donc la proximité. Le mot qu'on a retenu ce matin, c'est la proximité. Ouais, alors c'est la proximité, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Mais ça, on va en parler dans une autre table ronde. C'est une boutade. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons dans quelques instants parler de choses extrêmement importantes, parce qu'on avait vu ce matin que la communication et les mots pour le dire étaient importants. Et quelles sont les bonnes façons de parler de la prévention? On se retrouve dans quelques instants.